Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio-Télévision Kabyle dans l'émission Pensée libre. Nous continuons donc en deuxième partie, c'est la deuxième partie du thème Iran-Kabylie, deux peuples face à l'arabo-islamisme. Et donc nous avons déjà eu une partie, la première partie que nous avons commencé avec monsieur Didier Idjadi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc vous êtes donc franco-iranien, sociologue et conférencier et opposant au régime des Mollahs. Et donc et pour la partie kabyle, nous avons Arsqi Azmenzel. Arsqi, bonjour. Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour, cher ami. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième partie de l'émission qu'on a eue dernièrement. On continue le débat sur Iran-Kabylie, donc deux peuples face à l'arabo-islamisme. Alors la première question, comment les peuples comme les Kurdes, comme les Baloutches et comme les Kabyles peuvent-ils résister à cette emprise d'effacement identitaire? L'identité des peuples n'est pas une notion statique. Au cours de l'histoire, ça se travaille. Ça peut aller vers le mauvais sens ou le bon sens. Donc les peuples, ils ont cette, je dirais presque, cette obligation de surveiller pour que leur identité soit toujours une identité épanouie, là, fraîche également. Là. Donc, il y a toujours des ennemis idéologiques qui cherchent, mais également des ennemis politiques qui cherchent à anéantir un peuple avec son identité là. Et que par conséquent, il faut surveiller les mécanismes de la recréativité effectivement de cette notion qui est identité pour l'ensemble des peuples. Le peuple français a également son identité. Le peuple, disons, kabyle a également son identité, mais également américain, mais aussi les Iraniens. Et en Iran, nous avons bien évidemment une nation qui est composée, par exemple, des Kurdes et des Balouches également, qui sont plutôt donc de tradition islamique plutôt sunnite là, mais ils sont très réprimés par le régime islamique donc en Iran. Et ces peuples faisaient toujours partie de l'Empire perse et jusqu'à maintenant, ils étaient toujours ensemble. Mais le régime iranien cherche effectivement à provoquer des tensions entre les différents fragments donc, de la population iranienne. Là, c'est pour cela, pour être fort face au régime, il faut que ces peuples, ces différentes catégories de la population sachent une seule chose. L'ennemi, c'est le régime politique en Iran, là. L'ennemi, c'est l'islam politique en Iran, là. Et donc, surtout travailler leur mécanisme d'alliance, de solidarité face à l'ennemi qui est un ennemi commun. Donc le régime des Mollahs essaye de diviser pour mieux régner, de diviser la société pour mieux la contrôler. Toujours. Et donc là où la solution, c'est l'unité des peuples. L'unité, de ne pas tomber dans le piège effectivement qui est envisagé par le régime et avoir toujours des discussions, des échanges entre les différentes, disons, parties de la population, mais surtout les intellectuels et aussi les politiques qui représentent effectivement ces groupements-là et doivent garder toujours le lien, le dialogue, car toujours le régime, l'ennemi qui est l'ennemi commun, cherche à les diviser. Et quand on est divisé, on n'a plus de force. Pour être fort, il faut dans l'unité. L'unité fait peur au régime islamiste en Iran là. Et c'est pour cela, effectivement, on a besoin de l'unité, de la totalité donc de la nation iranienne face à ce régime-là, qui n'est pas un régime très, très, disons, facile en même temps là. Ils sont très rusés, les mollahs. Ils sont très malins également. Ils sont très organisés également pour réprimer le peuple. Et donc, il faut que le peuple, à son tour, soit véritablement, intelligemment mobilisé la totalité de ses forces contre ce régime-là. D'accord. Arsqi, la même question. Selon toi, que faut-il faire pour pouvoir résister à cette tentative d'effacement
On a cité comme Ouais, en fait, exemple les Kurdes, les Baloutches et les Kabyles. en fait, sur la notion d'identité, il y a plusieurs façons de la voir. On peut avoir une identité disons, qui a été héritée, mais elle peut être aussi multiple. C'est-à-dire que quand dans sa propre vie, on est dans une région, dans un peuple, donc on a cette identité-là, mais on peut aussi évoluer. Donc, par exemple, quand on change, il y a comment dire, des communautés qui changent d'endroit, par exemple, donc qui acquièrent donc, de nouvelles identités. Hein. Par exemple, je ne sais pas si on parle de la France, par exemple. Bon, il y a l'identité française dont parlait Didier à l'instant, mais si on parle d'un occitan, on va dire j'ai aussi l'identité occitane, j'ai aussi l'identité bretonne, n'est-ce pas? Bon, en Kabylie, bon, on a l'identité kabyle, on a aussi l'identité amazigh, parce qu'on fait partie de ce monde amazigh. Voilà. Donc ça, c'est une identité je veux dire, qui évolue avec le temps. Hein. Par contre, ce qu'il faut absolument maintenir, c'est de permettre aux personnes de garder leur identité. Voilà. On ne peut pas leur imposer une identité. Et ça, c'est là qu'il y a un problème, parce qu'il arrive des moments où, notamment par exemple avec l'islam qui veut imposer donc, une façon de se conduire, donc, en fait, qui impose comment dire, un pouvoir politique donc, sur certaines communautés. Donc là, ça pose problème parce que ça touche à l'identité. Donc aujourd'hui, par exemple, en Kabylie, en Algérie en général, le régime algérien, depuis sa naissance il y a plus de 60 ans, il ne fait que s'opposer à l'identité amazigh, quoi. Donc notamment en Kabyle, bien entendu. Ben, voilà. Donc cette lutte contre l'identité autochtone, en fait, donc l'identité réelle, donc par laquelle qu'on veut changer par une nouvelle identité, donc qui est l'identité musulmane, qui est une identité factice en fait, parce que comme on vient d'en parler, c'est basé sur un dogme qui n'a rien à voir avec les valeurs humaines. Donc c'est là le problème de l'islam. Donc par rapport à cette identité-là, effectivement, il faut que chaque peuple donc, fasse tout pour garder son identité et lutter contre toutes les oppressions qui viennent de tous côtés pour garder cette identité-là. Donc c'est vraiment important. Est-ce qu'on peut parler justement d'une identité musulmane ou islamique? Certains peuvent parler. Ou est-ce que c'est une idéologie? Oui. Non, mais il y a des gens qui s'identifient comme musulmans. C'est un tort. Avant tout. C'est un tort, non? Enfin bon, une religion ne peut pas être identitaire. Moi, je ne peux pas juger les gens. Une religion ne peut pas être une identité. Absolument. Mais il y a des gens qui se définissent comme d'abord musulmans, pas autre chose. Mais c'est un tort. Ah oui, évidemment. Moi je dis tous les terroristes, comment ils se définissent comme de bons musulmans. Donc effectivement, nous, on ne peut pas les empêcher là. Mais ils se définissent à partir de la grille idéologique de l'islam. Donc ils se définissent à partir d'une croyance. D'une croyance, bien évidemment. Et moi, je me définis à la fois en tant qu'Iranien, bien évidemment avec son histoire, mais également en tant qu'intellectuel qui aime donc la philosophie et la modernité, etc., la démocratie, etc., mais en même temps un homme moderne sur le monde, donc je vais trouver des éléments qui constituent mon identité à moi, là. Mais c'est vrai, certains, ils sont très enfermés dans une idéologie qui est donc l'islam, et ils pensent qu'effectivement, c'est véritablement le modèle le plus complet. Eh bien, ils sont bien évidemment dans l'utopie. Bien évidemment, ça n'existe pas. Mais c'est comme ça, ils vont se définir comme musulmans intégral. En fait, c'est pas du tout un modèle complet, c'est plutôt un modèle réducteur. Oui, là, bien sûr. On mais pour eux, ils le considèrent comme effectivement le modèle idéal, etc. Là, oui. Mais néanmoins, effectivement, ça ne correspond pas à la réalité. Mais ça ne correspond justement à rien, parce qu'une idéologie ne peut pas être identitaire. Si, une identité, en fait, c'est une communauté qui a des origines communes. Ok, mais eux, ils ne veulent pas effectivement se définir de cette manière-là. Par exemple, là, les communistes, ils se définissaient comment? À partir de l'idéologie de Marx, de Lénine. Qui êtes-vous? Moi, je suis communiste.
Et quand même, vous avez une histoire, vous avez une société. Oui, mais avant tout, je suis communiste, il disait. Là. Et donc, les islamistes également, ils vont se définir comme, effectivement, homme intégral, donc islamique. Et selon eux, il n'y a rien d'autre chez eux que de la pureté, donc islamique, n'est-ce pas? Mais en fait, ça met en évidence quoi? Le fanatisme, le dogmatisme, et donc que ça montre effectivement cet individu-là est complètement étranger à toute culture et toute civilisation. D'accord. En fait, c'est la négation même de l'humain, là. Oui, oui, bien sûr. C'est cette façon de voir les choses. Et l'exemple emblématique, c'est la Chine, par exemple. La Chine de Mao, qui voulait que tout le monde ait la même pensée, tout le monde lise son livre, tout le monde s'habille de la même façon. Alors, on imagine donc aujourd'hui les Chinois donc, sont plus d'1 milliard, donc 1 milliard de personnes qui pensent de la même façon, qui s'habillent de la même façon, c'est une négation totale de l'esprit de création, de l'esprit d'ouverture, de la pensée, etc. Donc ça, c'est très négatif. Bien sûr. Voilà. Donc l'identité, c'est quelque chose qu'il faut absolument... la liberté de penser aussi. Donc voilà, il faut que là, on est quelques personnes, il faut que chacun puisse penser librement comme il veut. Et personne ne doit imposer sa façon de voir les choses à quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, c'est la confrontation entre les idées qui fait que on va sortir les meilleures choses, on va garder les meilleures choses, etc. Ce qui fait que quand on parle d'identité d'un peuple, ben, le peuple il a une histoire. Surtout quand on parle de peuples comme le peuple perse ou le peuple kabyle, qui ont des histoires millénaires, c'est des millénaires d'expériences donc, qui sont là, de façon de voir les choses, de savoir-faire, etc., de pensée, de confrontation idéologique, etc., qui ont abouti à faire émerger des idées qui sont partagées par beaucoup de personnes et qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la communauté. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Juste un élément pour aller dans le même sens, si vous voulez là. Parfois, eh bien, je discute avec mes étudiants. Un certain nombre d'entre eux, ce sont des étudiants maghrébins. Nord-africains. Kabyle. Nord-africains. Non, pas forcément kabyle. Pas forcément kabyle. Non. Didier, vous avez vu un enfant qui s'appelle Massensen, voilà. C'était mon fils. D'accord. Non, je parle effectivement des étudiants, que je ne sais pas s'ils sont kabyles ou pas, Oui. mais par exemple des filles, j'étais témoin à plusieurs reprises dans un échange, elle était sans voile l'année précédente et maintenant elle passe à l'année supérieure, elle devient voilée. On pose la question, et pourquoi? Elle dit, c'est ma culture, c'est mon identité. Alors, donc, il y a un problème. L'identité, l'année précédente, tu n'avais pas d'identité, tu n'avais pas ta culture. Et comment ça se fait qu'effectivement, avec un mécanisme, disons, de voile, tu es en train, disons, de préparer une nouvelle renaissance, d'une certaine manière. C'est à la fois le fanatisme politique, ils sont conditionnés par un mécanisme, un environnement qui est politisé et communautariste, d'une part, et d'autre part, ces gens-là, peut-être que dans la vie de tous les jours, dans leur tradition, dans leur village, etc., certainement, ils sont dans une situation de richesse également. C'est-à-dire, à la fois, ça peut être la danse, la musique, etc., etc. Ils oublient tout et ils disent, moi, je suis né avec l'islam. Et donc, malheureusement, eh bien, ça, c'est très dangereux, c'est parce que ces gens-là, en fait, ils sont dans le nihilisme islamique et ça, c'est contre la raison et contre la modernité. D'accord, merci. Question à Arsqi, puis après c'est à M. Ijadi, ça s'adresse aussi à M. Ijadi. C'est, Arsqi, quel rôle joue la diaspora, notamment kabyle, comme iranienne, dans la lutte contre le régime islamique? Parlons de la diaspora. Oui. Enfin, la diaspora, disons, dispose de certaines facilités, évidemment, qui sont plus disponibles dans nos pays respectifs. Bon, en Algérie, aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui n'existe plus. Voilà. On a vu, récemment, surtout depuis l'arrivée du président actuel, donc des emprisonnements de masse. Donc, on estime à plus de 10 000 personnes qui sont passées par la case prison depuis l'arrivée de ce nouveau président. Et il y a des condamnés à mort
donc ceux qui sont totalement innocents. Donc, là, la répression actuellement, il est à son paroxysme en Algérie. Et d'ailleurs, récemment, il y a une nouvelle note qui est apparue pour donc là, contrôler même les avocats, quoi. Donc là, la société civile est totalement mise sous silence. Les intellectuels aujourd'hui, personne n'ose dire un mot. Toutes les personnes qui ont été mises en prison pour délits d'opinion, donc à leur sortie de prison, ils deviennent totalement silencieux parce qu'ils sont sous la menace de retourner à nouveau en prison. Voilà. Donc aujourd'hui, sur l'Algérie, il y a une chape de plomb qui est vraiment sur tout le pays et surtout sur la Kabylie, parce que la Kabylie, c'est là où la revendication est la plus forte. Donc voilà. Donc, et la diaspora, heureusement, a les moyens de pouvoir encore s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, justement. Et donc, la diaspora kabyle, donc, aussi bien en France, au Canada, aux USA, et un peu partout dans le monde, et elle s'organise pour, justement, dénoncer ce genre de choses. Et puis, donc, aboutir à la fin de ce régime. Et en ce qui concerne la Kabyle, c'est aboutir à une indépendance totale de la Kabylie. D'accord. Monsieur Idjadi, la même question à votre avis. Quel rôle joue la diaspora iranienne dans la lutte contre le régime des mollahs? Avant d'aborder juste la diaspora à l'étranger, Oui. permettez-moi de préciser une seule chose. Selon les statistiques, actuellement, dans les prisons iraniennes, il existe plus de 4000 prisonniers politiques. 4000 prisonniers politiques. C'est énorme. C'est énorme. Un. Deuxième chiffre, pendant la révolution Femmes, Vie, Liberté, selon encore des organisations, disons, de droits de l'homme, etc., pendant le déroulement à peu près, disons, 4 mois, 550 personnes ont été tuées dans les rues par le régime islamique. 550 personnes. Et une partie au-delà de ces 550, à peu près nous avons 70 personnes, l'œil a été crevé par le régime car il tirait directement dans l'œil pour abîmer le visage et puis la beauté du visage, pour voir quel est le niveau de la sauvagerie de ce régime. Il y a aussi des condamnations à mort. Bien évidemment. Des jeunes qui ont été exécutés tout par à fait. des exécutions. Bah oui. Là, c'est tout récent. Là. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été exécutées. Et donc, à la fois, les gens qui ont été exécutés pour des raisons politiques, mais également pour des raisons, comme ça a été évoqué par le régime, religieuses. C'est-à-dire, ils étaient considérés comme des renégats par rapport à la religion islamique. Des kofards ? Évidemment, des renégats. Des renégats. Renégats et donc mécréants. Ça fait partie des condamnations prononcées par le tribunal islamique, si vous voulez, là. D'accord ? Et donc, il s'appuie sur le Coran. Pour la diaspora, ça, je l'ai dit, à peu près 8 millions d'Iraniens sont à l'étranger. Surtout aux États-Unis. En France, selon les chiffres, ils sont à peu près 25 000. Il y a beaucoup de gens qui sont partis là. Sur la totalité de ces Iraniens, allez, à peu près 10% des gens qui sont politiques, engagés, etc., etc. Donc l'opposition politique face à ce régime-là. À peu près, nous avons 7 courants de pensée dans l'opposition iranienne, comme des républicains, comme des monarchistes, comme ceci, cela, etc., qui est composée, donc la totalité de l'opposition, d'une à peu près 50aine de groupes et organisations et partis politiques. D'accord ? Alors, ces gens-là, bien évidemment, ils sont très divisés, ça c'est sûr et certain, mais quand même, il y a une vitalité également là. C'est-à-dire beaucoup de sites, beaucoup de journaux, beaucoup de livres, etc., et également beaucoup de télé également. Nous avons à peu près, disons, les télés de l'opposition iranienne, à peu près, il y a minimum une 60aine de télé
iranienne est là, qui sont dans l'opposition du régime. D'accord, qui sont diffusés Par satellite. donc qui sont reçus En Iran. En Iran, d'accord. En Iran ok. par la population. Et donc, effectivement, si vous voulez, la diaspora divisée, oui, mais en même temps très active. Et en même temps, il y a un élément qui est aujourd'hui malheureusement un peu ignoré, c'est la question donc de l'union, la question de la coalition face au régime islamique. Cela n'a pas été construite, cette coalition, par ces oppositions-là. C'est pour cela, effectivement, le régime, malgré toutes ses faiblesses, aujourd'hui, ça reste encore un régime fort face à face à l'opposition. C'est parce que l'opposition n'a pas pu se réunir davantage pour consolider sa capacité et son pouvoir face au régime islamique. Donc, effectivement, c'est si vous voulez, diaspora qui est véritablement quand même beaucoup d'imagination là. Ils sont à la fois, beaucoup d'entre eux sont des organisations pour la laïcité, sont des organisations pour la démocratie, sont des organisations pour le droit des citoyens, pour l'instauration d'un pouvoir laïque en Iran. D'accord. Quelques-uns, comme les Moudjahidines, ils sont encore dans la tradition islamique, etc., malgré leur opposition vis-à-vis du régime. Mais la grosse partie, eh bien, ce sont des organisations démocratiques, malgré leur faiblesse, malgré effectivement leur désunion. Mais qui apportent un plus à la liberté, à la démocratie éventuelle iranienne. Bien évidemment, et surtout leur parole comme une base d'éducation et créer effectivement une ambiance, un climat là où on parle que de la démocratie et des valeurs modernes pour la société iranienne, et que donc beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas du tout pour l'islam, absolument pas. Alors, à ce niveau-là, il y a des organisations qui sont très directes aussi contre l'islam, mais beaucoup ne parlent pas beaucoup d'islam, mais ils veulent quand même un pouvoir laïque, c'est-à-dire au sens où il y a la séparation entre donc la religion et le pouvoir politique demain en Iran. D'accord, les croyances sont respectées, mais toutes les croyances sont respectées, non pas une seule. Toutes les croyances sont respectées, Absolument. Mais complètement déconnectées du pouvoir politique. D'accord. Arsri, ce qui est important, M. Ijadi vient de dire, c'est qu'il y a énormément de télé, il y a beaucoup de télé iraniennes du contre-pouvoir des opposants iraniens. Qu'est-ce qu'il en est des Kabyles? Les Kabyles aussi s'organisent. On n'a pas de télévision satellitaire digne de ce nom, opposante. Il y a d'autres moyens. Il n'y a pas que le satellite. Il y a les réseaux sociaux aussi qui sont là pour aider. Donc les Kabyles aussi sont bien organisés. Donc à travers les réseaux sociaux, à travers la presse. Les médias aussi sont de plus en plus sensibilisés par rapport à la question kabyle. Donc de ce côté-là, on ne peut pas dire qu'on avance pas. On avance même très bien. Du côté des régimes, je pense quand même qu'il faut signaler que le régime iranien a été bien comme déstabilisé par les attaques d'Israël, n'est-ce pas? Justement, là, on va revenir un peu plus tard, oui. Et ça, j'espère que le peuple iranien va finir par se révolter et renverser ce régime-là. En Algérie, c'est ce qui se passe aussi. Le régime tient sur des béquilles. Hein. Quand on voit toutes les manigances qui se trament au niveau des clans qui sont à la tête du régime, c'est un régime qui vacille et qui va tomber dans un temps très, très proche. Hein. Je l'espère. Et les Kabyles, par rapport à cela, ils sont tout prêts pour prendre leur liberté, leur indépendance et puis construire leur pays, quoi. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Ce que je veux dire aussi, c'est que, en fait, là, on fait face à l'idéologie, c'est la idéologie islamique. Donc, autant en Iran qu'en Algérie et partout ailleurs aussi, dans beaucoup d'autres pays. Hein. Ce qu'il faut noter, c'est que la jeunesse, elle se tait parce que c'était avec la peur, quoi. Donc, il est comment dire, tétanisé par
la brutalité, la sauvagerie de ce régime-là, et elle se tait. Tout comme par exemple en Afghanistan où les jeunes aujourd'hui, les femmes n'ont pratiquement plus le droit de circuler en ville, ni même de parler à l'étranger, etc. Donc toutes ces choses-là donc, elles se font, mais on sait que par exemple pendant le cours, à un moment où les jeunes Afghans pouvaient parler, on a bien vu qu'ils pratiquaient des activités tout comme les jeunes des pays occidentaux. Hein. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau des jeunes iraniens, pareil aussi. Voilà. Y compris dans des pays comme l'Arabie Saoudite, qui est tenue par une famille royale, où la jeunesse commence déjà à bouger. Bon, en Kabylie, on n'a pas besoin de cela. Les jeunes bougent déjà depuis bien longtemps. Hein. Et donc l'identité, l'idéologie arabo-islamique est rejetée totalement. Hein. Les croyants kabyles, oui, qui sont musulmans, ils ne sont pas aussi fanatisés que dans beaucoup d'autres régions. Hein. Ils pratiquent effectivement, donc il y a une influence par rapport à l'islam qui est soutenu, qui est financé par le régime algérien, la construction d'une mosquée, les aides de l'État aux zaouïas, enfin tout ce qui est représenté dans la religion, ça donne des effets négatifs malheureusement, mais il ne demeure pas moins que les Kabyles, quand on discute avec eux, ils n'ont pas cette régression vis-à-vis de leurs droits, etc. Donc ils pratiquent un islam, mais bon, tout en restant quand même accessible pour les valeurs humaines. Quoi. Bon. Et là, je pense que les jeunes Kabyles, comme dans d'autres pays, je veux dire comme en Iran, par exemple, tous ces gens-là, donc des pays dans lesquels où les gens sont soumis à cette idéologie islamique, vont à un moment donné se libérer de cela. Et puis voilà, donc en Kabylie, donc je connais très bien les valeurs qu'on a, donc les valeurs ancestrales, donc de vie, de société. Bon, elles sont là et elles vont permettre de revenir donc à nos valeurs, donc et donc à la liberté de penser, à la liberté d'activer, voilà. Donc ça, à mon avis, ça risque d'arriver beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. D'accord, ok. Merci à Arsré. Là, la prochaine question est aussi intéressante. Quelles leçons plutôt les mouvements indépendantistes, comme celui par exemple de la Kabylie, peuvent-ils tirer de la résistance de la résistance iranienne, à votre avis, Monsieur Ijadi? Écoutez, toujours les peuples, ils apprennent à partir des expériences similaires dans telle ou telle région, chez tel ou tel peuple également là. Par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez les mouvements dans les pays asiatiques ces derniers temps là, Népal, dans d'autres pays et tout ça, il y a un élément commun. Partout, on utilise effectivement d'une manière massive les réseaux sociaux. L'information, circulation d'informations, etc. Et ils contestent le pouvoir donc corrompu également là. Ce sont des apprentissages, car ce qui s'est passé en Iran, si vous voulez, là, plusieurs points qui constituent les forces donc de cette résistance face au régime. 1. Le courage des gens, le courage surtout des jeunes, et bien évidemment des femmes. Le courage. Quand vous êtes blessé, quand vous êtes opprimé, à un moment donné, il faut décider. Non, ça passe pas. 1. Deuxième point, avoir effectivement des femmes qui sont là pour nous donner, effectivement, nous indiquer le chemin. Car quand en Iran, les femmes, les filles ont commencé à jeter leur voile dans le feu, et elles ont commencé à danser sur la place publique, là, avec de la musique. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement une opposition face au pouvoir politique en Iran, mais c'est également se moquer de choses qui sont sacrées dans l'islam, c'est-à-dire le voile également là. Et donc, c'est à la fois le courage, mais également l'exemplarité, effectivement, des femmes ou des filles. Troisième élément, la question donc, une certaine, je dirais,
organisation, disons, qui a été mise en place par des jeunes, circuits d'information, circuits de communication, pour effectivement ne pas avoir un mouvement isolé quelque part. Et c'est pour cela, effectivement, le mouvement qui s'est passé en Iran, c'est devenu un mouvement qui a couvert la totalité de la surface de la géographie iranienne. C'est devenu une lutte, une résistance nationale face au régime. Un autre élément, quatrième élément, surtout ce qui est important, les gens qui sont dans la diaspora, à l'étranger, etc., doivent faire un travail permanent d'information dans les deux sens. À la fois les informer dans le pays, mais également informer les instances internationales et sensibiliser effectivement les politiques dans tel ou tel pays, etc. Car une révolution a besoin toujours des amis au niveau international. Et les amis, bien évidemment, il y a des pouvoirs qui cherchent effectivement, ils pensent à leurs propres intérêts, mais néanmoins, on a besoin également des alliés, n'oublions pas également. Et que je pense que la résistance iranienne, non seulement cela a donné des exemples en Europe, tout le monde en parle de la lutte des Iraniennes, mais également ça a été une leçon pour les Iraniens eux-mêmes. C'était un mouvement inédit, un nouveau chapitre dans l'histoire iranienne, comme quoi qu'effectivement, regardez là, ce peuple, il est debout, et la répression islamique n'a pas pu nous contrôler jusqu'au bout, eh bien c'est un échec, et que par conséquent, il faut continuer avec toutes ces qualités face au régime. Le régime, il est toujours en train de créer des complots, toujours en train, disons, de les diviser, enfin le peuple, mais il faut une certaine intelligence pratique qui les aide, le peuple, effectivement, pour pouvoir déjouer les complots du régime. D'accord, ok. Merci. Arsré, à ton avis, quelle leçon le peuple kabyle peut tirer de la résistance, iranienne face à un régime totalitaire, tyrannique? Oui, je pense que le peuple kabyle, oui, s'inspire de beaucoup de révolutions. Et on peut remonter très loin. Donc, la Kabylie aussi a inspiré des révolutionnaires, comme quelqu'un comme Marx, par exemple. Il a été beaucoup inspiré de l'organisation sociale des villages kabyles. Donc, ça, je pense qu'il y a c'est plutôt dans l'autre sens qu'on peut faire des choses. Je pense que les Iraniens pourraient plutôt beaucoup apprendre des Kabyles parce que nous, on est dans la résistance depuis très très longtemps. C'est-à-dire que sans remonter, comment dire, trop dans le temps où les Kabyles s'opposaient à l'invasion romaine, dans l'histoire récente, la Kabylie s'est toujours opposée à la colonisation française, par exemple. C'est la seule région qui n'a jamais abdiqué devant aucun envahisseur. Et depuis 62, donc l'arrivée de ce régime algérien, la Kabylie, c'est la seule région, malheureusement, à s'opposer frontalement à ce régime. Donc aujourd'hui, la Kabylie, elle a une expérience dans la résistance qui est très forte, ce qui nous donne beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir pour la réussite de son projet, quoi. Donc la Kabylie, aujourd'hui, d'une façon assez générale, donc a tourné la page de l'Algérie, du régime algérien arabo-islamiste, et donc se dirige vers une Kabylie moderne, qui va vivre donc sa pleine identité dans l'indépendance. Donc là, c'est une chose qui est quasiment acquise. C'est juste une question de temps, quoi. À quel moment cela va arriver. Voilà. Maintenant, pour revenir un peu par rapport à l'Iran, effectivement, quand il s'agit de combattre une identité, les islamistes se mettent d'accord. Donc si on prend, tout à l'heure on parlait de chiites et de sunnites, il faut se rappeler qu'il y a eu une guerre entre l'Iran et l'Irak, qui a duré 8 ans, donc dans les années 80, donc entre deux peuples musulmans, mais bon, chacun, donc l'un est sunnite, l'autre est chiite. Bon, par rapport
pour ce qui se passe en Kabylie, c'est un peu différent parce que là, on lutte en même temps contre les chiites et contre les sunnites. Parce qu'il faut savoir que l'Iran, le régime des mollahs, a beaucoup aidé le régime algérien, notamment pendant la décennie noire. Et il a beaucoup aussi aidé à islamiser, donc à construire des mosquées, etc. Donc c'est des millions de dollars comme qui sont arrivés de l'Iran vers les islamistes algériens. Et malgré cela, ça n'a pas permis aux islamistes de s'imposer. Voilà. Donc de ce côté-là, donc je pense que la Kabylie, elle a une forte expérience là-dedans. Et tout l'espoir est permis donc de la réussite de son combat. D'accord. Alors, la prochaine question, donc, elle est aussi extrêmement importante et intéressante. C'est, pensez-vous qu'une alliance entre les peuples opprimés par l'arabo-islamisme, tels que les Iraniens, tels que les Kabyles, tels que les Kurdes, est-il possible et souhaitable? C'est souhaitable, oui, mais est-il Est-ce qu'elle est possible? C'est difficile à le dire. Parce que là, on est dans un moment mondial où tout est globalisé, même les pouvoirs tyranniques cèdent entre eux. Alors pourquoi Oui, pas les résistants? mais l'alliance, ça se construit. C'est un acte politique, c'est un processus. Et ça se construit par des politiques, par les représentants politiques d'un peuple également. Là. Quand on regarde effectivement là, aujourd'hui, chaque élite politique de chaque pays, on en est où là? On est loin de toute façon là. Mais ce qu'il faut, car l'alliance, quand on dit l'alliance, c'est un acte politique et organisationnel sur la base d'une certaine charte également là. C'est pas seulement oui on vous aime, c'est bien, bravo, continuez, machin, et des choses comme ça. Non, ça se construit. C'est pour cela, à mon avis, ce qui est important, c'est que les peuples qui sont en train de souffrir, la souffrance des peuples, doivent pouvoir les aider à partager leur expérience, à avoir des gens qui discutent entre eux. Par exemple, là à l'instant, là, c'est intéressant. Moi, je viens de l'Iran. Eh bien, vous venez effectivement de la Kabylie. On est en train de parler de l'expérience. Ça pénètre effectivement notre pensée, ça modifie notre pensée. Et là, je ne peux pas vous oublier. C'est parce que vous m'avez expliqué telle ou telle chose là. Et ça enrichit tel ou tel également mouvement, telle ou telle révolution. Et donc, ce qui est effectivement important, immédiatement accessible, c'est effectivement avoir toujours des échanges culturels, ouverture d'esprit. Car regardez par exemple, au Moyen-Orient, là, les intellectuels iraniens ne connaissent pas les intellectuels irakiens qui sont dans la proximité, syriens, disons égyptiens, etc. Pas du tout, pas du tout. On s'ignore totalement là. Peut-être que la problématique n'est pas pareille, bien évidemment, c'est une chose. Mais néanmoins, il faut avoir cette démarche de dialogue là. Et le dialogue, ça permet éventuellement d'imaginer d'autres projets pour le futur. D'accord. Arsqi, qu'est-ce que tu penses, Olegchi? Qu'est-ce que, à ton avis, est-il possible ou souhaitable qu'il y ait Je une pense annonce, qu'il est important une alliance? qu'il y ait déjà des échanges d'idées, donc de vues. Déjà, c'est déjà essentiel qu'on dise bon, nous on rejette cette idéologie donc mortifère islamiste. Donc ça on n'en veut pas. Donc ça c'est important que la jeunesse, parce que c'est important, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui vont à l'école dans le cadre en Kabylie notamment par exemple, qui subissent un enseignement qui est totalement destructeur. Quoi. Bon, on détruit avec cet enseignement-là leur identité, leur langue, etc. Donc il faut absolument se diriger s'exprimer vis-à-vis de ces jeunes-là pour leur dire qu'attention, vous avez une identité. Là, en ce moment, on vit dans un moment spécial, donc c'est pas la vie qu'on souhaite. Hein. Donc ce régime-là, aujourd'hui, il vous impose des choses, mais la vérité est autre. Voilà.
Donc ça, c'est important de le dire. Et puis par rapport maintenant aux diasporas, effectivement, de rencontrer des Iraniens, des Kurdes, des Catalans, des Écossais, etc., échanger avec eux, c'est une chose d'expérience déjà, quelquefois une chose de moyens de communication aussi. Donc c'est de l'entraide, et tout cela, ça ne peut faire que faire avancer nos combats respectifs. Donc ça, c'est absolument positif. D'accord, merci. Permettez-moi, pour aller dans ce sens-là, Oui. un seul élément. On vient de parler donc de l'islam. À partir de notre expérience ici, je vois qu'effectivement parler et critiquer l'islam entre nous deux, c'est une chose facile. Mais si on va élargir le champ, est-ce qu'on va trouver facilement des intellectuels irakiens, syriens, égyptiens, tunisiens pour parler d'un point de vue critique de l'islam ou pas? C'est pas sûr. Et j'espère que cette culture de critique se développe davantage. Et notre expérience commune, c'est un exemple magnifique. C'est-à-dire, ça nous permet de voir qu'effectivement, il y a des passerelles entre nous là. Car les gens, ils vont se réunir. Sur quelle base? OK, nos expériences, disons, politiques face à la dictature et tout ça. Mais un des sujets aussi, c'est l'islam, là. Il faut que la critique de l'islam, non seulement dans un pays comme le mien, puisse devenir véritablement une grande pensée critique, etc., mais que ça aille au-delà de ma frontière iranienne, là, c'est-à-dire vers d'autres pays qui sont également des pays voisins. Mais à l'heure actuelle, évidemment, moi je ne suis pas optimiste, mais tandis qu'entre nous deux, c'est-à-dire les gens de Kabylie, les gens de l'Iran, eh bien c'est un des sujets sur lesquels on peut faire pas mal de choses. Oui, parce qu'on a le même problème, on est frappé par la même idéologie, par le même marteau. Voilà. Donc ça nous fait mal à vous, et ça vous fait mal, je veux dire, à vous, et ça nous fait mal à nous. Bon, en fait, il faut quand même dire une chose, c'est que les Iraniens aujourd'hui, ils subissent ce régime de loi là depuis seulement 40 ans. Voilà. Nous, C'est déjà beaucoup, non? c'est beaucoup, effectivement, c'est déjà trop. Bon, mais les Kabyles, eux, ils luttent depuis près de 65 ans contre un régime algérien. En Iran également, c'est depuis 150 ans. Il y avait des mouvements contre également là. Oui, Des enfin, mouvements bon, contre il y a l'islam. il y a Le régime du Tcha, oui. du temps du Shah comme Mais encore avant, liberté, quand même. au moment de la révolution constitutionnelle, il y a 150 ans. D'accord. Oui, oui. Enfin bon, ce que je veux dire en fait, c'est que il faut insister, il faut être vraiment pugilace, il faut être têtu et tout le temps continuer. Moi, personnellement, je me rappelle au début, c'était les années 70, hein, où le terme amazir commençait à apparaître. Il faut savoir qu'il y a des jeunes collégiens qui ont été emprisonnés uniquement parce qu'on trouvait sur leur cahier des inscriptions antifina. Antifina, c'est l'alphabet Ancien. Voilà. Donc, uniquement pour cela. Et à cette époque-là, dire je suis berbère, c'est vraiment s'exposer à aller en prison. Hein. Moi, personnellement, à Alger, je faisais attention quand je parlais de ces choses-là. Quoi. Bon. Mais en insistant, au jour d'aujourd'hui, bon, il faut se rendre compte que la majorité des Algériens, vraiment la grande majorité des Algériens se réclament à Mazir. Donc ça, c'est incroyable. Il y a même un président dont je ne dirais pas le nom, mais qui était si nain que ça ne vaut pas vraiment le coup d'en parler, mais qui a quand même... Qui était, pardon, si Il était un nain, quoi. Un nain. Au niveau politique. D'accord, qui ne voyait pas très loin. Oui, Aussi. vraiment pas très loin. Voilà. Donc voilà, j'ai pas envie de... Qui avait une mauvaise vision. Voilà, c'est quelqu'un qui était vraiment nul. Bon. Et donc lui, à un moment donné, il a dit pour que la langue amazigh soit non seulement nationale, c'est-à-dire reconnue comme étant existante, alors que la majorité des Algériens parlent cette langue-là. Donc en Kabylie, chez les Chaouis, chez les Touaregs, chez les Mozabites, tous ces gens-là parlent amazigh. Il avait dit que pour que cette langue-là soit nationale, il faudra passer sur mon corps. Bon, ok, il a dit ça, c'est bien, c'est la fanfaronnade. Ensuite, quelques années après, il a signé un décret qui dit que cette langue nationale, cette langue amazigh est officielle et nationale. Voilà. Comme quoi, le combat abouti peut donner des résultats. C'est le même. Pardonnez-moi, juste encore
dans la discussion, c'est fertile. Là. Et quand on parle effectivement du projet, du combat, etc., d'un point de vue intellectuel, par exemple, là, quand vous dites que... Est-ce que le nombre de philosophes en France sont nombreux, là? Oui. Je peux vous montrer la liste, disons, de à peu près 400 philosophes à l'heure actuelle en France, là. C'est un signe de la richesse intellectuelle dans ce pays-là. Mais non seulement ça, mais également le livre. Combien de livres ils font? Eh bien, chaque année, par exemple, en France, nous avons 500 nouveaux romans qui sont publiés pour la première fois. C'est un élément dans la richesse de ce pays-là. Et donc, il faut qu'on y pense également. Le nombre d'ouvrages écrits, le nombre d'articles écrits, rédigés et publiés pour que ça passe dans la culture, effectivement, d'un pays. Combien il y en a? Pas seulement l'oralité, mais surtout, regardons l'écriture. D'accord. De ce côté-là, je pense que la Kabylie est bien logée parce que côté production littéraire, artistique, on est très bien. Sur le plan critique, tel que par exemple l'islam et tout ça, quoi. Hein, là, c'est beaucoup moins, je vous assure, en Kabylie. Oui, non, ça, on n'ose pas encore aller jusque là. On n'a pas encore dépassé ce stade-là du courage. Ce qui est important, comme c'est de produire déjà, de défendre sa culture, de vivre mais sa culture. Simplement, ma question, c'était sur la question critique. Et la Kabylie, c'est une région qui produit énormément. Oui, au niveau artistique. L'Iran également, c'est énormément. À tel point que, il y a une dizaine d'années ou un peu plus, quand on va à la FNAC par exemple, on avait un rayon Kabylie, carrément, parce qu'il y a tellement de production d'ouvrages, de musique kabyle qu'il fallait vraiment un rayon pour la Kabylie. À tel point que l'ambassade d'Algérie à Paris a fait un courrier à la direction de la FNAC pour leur dire attention, la Kabylie c'est pas un pays, voilà. c'est assez cocasse quand même, voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, on sait que la Kabylie, donc de ce côté-là, elle se développe très bien, donc sa culture est vivace, c'est jeune, il y a tout le temps de nouveaux artistes, de nouveaux écrivains qui viennent, et ça montre que cette langue-là, en fait, si elle est arrivée aujourd'hui à vivre, donc ça veut dire qu'en général, à être encore parlée dans ces régions-là, depuis 7000 ans, alors que beaucoup d'autres langues, comme le grec ancien, comme l'arabe aussi classique, qui est une langue morte, sont des langues qui ont disparu, qui sont appelées à disparaître, nous, on peut dire que du côté tout au moins de la Kabylie, cette identité-là, cette langue-là, cette culture-là sont vivaces et se défendent très bien. Et ça ne peut qu'aboutir à leur émancipation de toute... il faut qu'on développe, bien évidemment, je suis d'accord. Voilà. Mais surtout, il faut développer la culture critique. Oui, vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de l'idéologie fanatique et criminelle islamique là. Et à ce niveau-là, il faut produire. Il faut que le texte soit disponible. Il faut que les programmes télévisés soient disponibles là. Qu'il y ait un chapitre particulier dans le domaine effectivement de la culture en général. Et quand il y a une certaine médiocrité à ce niveau-là, pensez-vous que c'est du courage qui manque? Ou c'est autre chose? Ou c'est l'intellect qui manque? Certainement. Peut-être que les gens... Les deux, oui, absolument. D'accord, ok. Oui, en parlant tout à l'heure, tu parlais de nain. Oui, je disais qu'il avait une mauvaise vision. Bien sûr, c'est celui qui nous a insultés en disant de loin, je vois des des lions et de près, je vois des petits criquets. Donc finalement, c'est lui qui a fini comme un petit criquet et qu'il parte dans la poubelle de l'histoire. Donc, la prochaine question, à votre avis, que faut-il faire pour que le régime des mollahs tombe? Quelle est votre vision à ce niveau-là? C'est une question vraiment à la fois la vôtre, mais également toute la question du peuple iranien, c'est la même question. Oui. Comment faire pour faire tomber ce régime-là? Ce régime-là, quand il est arrivé au pouvoir, les Iraniens ils disaient « Allez, ça va durer 1 mois, ça va tomber là ». Mais cela a duré jusqu'à... Aujourd'hui, c'est des 47 ans. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, là. Donc, effectivement, ils sont au pouvoir, ils créent leur propre système de défense, d'autodéfense, de répression,
et que par conséquent, ça devient de plus en plus sophistiqué également. Là. C'est vrai que le régime iranien actuellement, il est très isolé au niveau international. Il y a la Russie qui est dans le soutien beaucoup plus actif, mais également la Chine. Auparavant, il y avait également le régime criminel d'Assad également. Bon, c'est tombé là. Et donc, le reste du monde, effectivement, n'aime pas ce régime barbare en Iran là. Mais en même temps, ce régime-là, qu'est-ce qu'il fait? Utilise sa capacité de nuisance et renforce cette capacité de nuisance à l'échelle internationale. Le terrorisme, prise d'otages, sabotage, etc., etc. Mais également fabriquer sa bombe atomique islamique et chiite également. Là. C'est ça qui était effectivement son désir toujours. Et donc, ce régime-là, comment faire? D'un point de vue sociologique, c'est évidemment le levier fort, puissant, c'est d'abord la lutte du peuple. L'organisation en Iran actuellement, c'est très difficile, l'organisation. Tout regroupement, que ce soit associatif et tout, immédiatement détruit par le régime. Donc il n'y a que des gens individuels qui sont là, mais également en partie sont en prison là. Et donc effectivement, c'est dans un contexte où c'est très difficile de s'unir sur le plan organisationnel, y compris par exemple, il y a des syndicats, beaucoup de syndicats qui ne sont pas reconnus comme légaux, les syndicats. Et que par conséquent, ces syndicats-là, également, c'est essentiellement dans une approche économique, syndicale et tout ça. Ça ne touche pas toujours le domaine politique si vous voulez. Là. Et que par conséquent, aujourd'hui, à mon avis, ce qui est important, surtout que le peuple iranien garde son courage et se développe davantage et garde l'esprit de révolte qui a été effectivement né il y a quelques années, que ça continue. Deuxième élément, eh bien, l'élite politique n'est pas dans une situation de puissance là, malheureusement là, et que donc par conséquent, une opposition qui est en miettes ou qui est divisée n'arrive pas à se... Une opposition à l'intérieur du pays ou non, à l'extérieur? À l'extérieur, pour aider, en sûr, fait, là. Eh bien, ça, c'est un élément de faiblesse également, là. Et donc, il faut que ces politiques-là puissent avoir l'intelligence et qu'ils ne restent pas dans leur dogmatisme, dans leur idéologie. Moi, je suis le meilleur, j'étais le premier, les autres sont des nuls, etc., etc. Ce qui est malheureusement, c'est très, très nuisible pour une opposition politique moderne également là. Donc, cette opposition-là qui doit faire quelque chose. Mais néanmoins, si vous voulez, je finis avec cela. Il y a quelque temps, donc, il y avait l'attaque israélienne contre les installations du régime en Iran. Là. La guerre qui a été déclenchée à la fois avec des Américains contre le site nucléaire, mais également les sites militaires et d'espionnage du régime. Ils n'ont pas envoyé des bombes sur la population, non, pas du tout là. Même si le régime a essayé, disons, de donner des messages complètement erronés. Mais néanmoins, cela a provoqué beaucoup de malaise pour le régime. On part d'un certain effondrement interne du régime, c'est-à-dire des conflictualités à l'intérieur du régime a été augmentée d'une manière considérable. Des différents mécanismes de pouvoir interne ont été effectivement dans un mécanisme, disons, d'éloignement et d'ignorance. Alors c'est pour cela, mais néanmoins, ce mécanisme externe, quand ça intervient, ça crée une situation, mais il ne faut pas compter uniquement sur l'aide internationale. Le peuple, à mon avis, c'est le moteur fondamental du changement. Mais quand il y a une opportunité qui est créée par la conjoncture internationale, il faut la saisir. Également. Absolument. Alors, c'est à peu près la même question, hein, parce qu'on a une similitude entre le destin du peuple iranien et celui de la Kabylie, des Kabyles. À ton avis, que faut-il faire pour arracher l'indépendance de la Kabylie au jour d'aujourd'hui? La situation n'est pas tout à fait la même qu'en Iran, hein, parce que en Iran, comme le régime est assez solide, des mots-là, parce qu'il se tiennent quand même bien par la religion. Tandis qu'en Algérie, comme il y a une sorte, comment dire, c'est plutôt des clans. Hein, il y a plusieurs clans, et ça,
ça a toujours existé, mais plus ou moins. Mais dernièrement, ça s'est beaucoup. Enfin, les déchirures dans ces clans-là se sont apparus, et là de plus en plus. Donc il y a des divergences au niveau du régime, et on espère que ce régime-là va tomber de lui-même. Mais ce régime-là, ça fait quand même plus de 60 ans qu'il tient. Oui, il tient, mais il a été souvent déstabilisé. Et Il est toujours là. Oui, il est toujours là, mais bon, on souhaite aussi que l'ensemble des Algériens bougent un petit peu, à l'instar d'autres pays musulmans, comme on vient de le dire, donc, par rapport à l'Iran. Hein. Bon, récemment aussi, il y a quelques mouvements quand même qui se font au Maroc. On a vu qu'en Tunisie, maintenant c'est calmé, bon, mais il a fallu comme à un moment donné, il y a bien eu des gens qui ont bougé, quoi. Bon, on espère qu'en Algérie, cette chape de plomb qu'on a instaurée depuis maintenant ces 15-5 dernières années, qui a été bien renforcée, bon, elle va exploser. Et déjà de l'intérieur, donc je pense qu'il y a beaucoup de chances que les clans entre eux se déchirent et finissent par faire éclater le régime, ça d'une part. D'autre part, il y a aussi la détermination des Kabyles, hein, donc, qui continuent, donc, qui persistent dans leurs revendications, et qui vont automatiquement aboutir à un moment donné au bon résultat, quoi. C'est-à-dire à l'indépendance de la Kabylie. Voilà. D'accord, ok. Merci Arsrey. Une dernière pas la dernière, mais sur ce régime des mollahs, comment ça se fait que les États-Unis n'ont pas été jusqu'au bout pour éliminer ce régime-là, ainsi que les Israéliens, qui auraient pu les déstabiliser? Vous parlez d'une certaine manière de la stratégie des grandes puissances, Oui. par exemple des États-Unis, là. Parce que le régime des Iraniens, non seulement le régime des Iraniens, pardon, le régime des mollahs continue à faire du mal au peuple iranien, mais aussi aux peuples occidentaux qui sont, on peut dire, l'Israël, les États-Unis et l'Europe, etc., etc. Ce qui est le mal vis-à-vis du peuple iranien, c'est une évidence. Mais cela n'est pas la priorité d'une grande puissance contre des États-Unis, là. Mais ils auraient pu enlever le problème définitif? Non, non. Pourquoi? Ça reste un problème? Oui, ça reste un problème, mais néanmoins, pour eux, c'est une autre stratégie. Ce n'est pas la souffrance du peuple iranien qui est la priorité pour les Américains. Ils regardent les situations au Moyen-Orient, ils regardent effectivement des risques, disons, face à la situation des Russes, etc. Et ils disent qu'on n'est pas pour la guerre, on aimerait avoir le prix Nobel de la paix, etc. Et donc ils vont secouer donc le régime iranien là, insister sur les sanctions économiques, etc., etc. C'est vrai que ça existe là, mais néanmoins, a été dit à plusieurs reprises par le président américain, nous, si on arrive à s'entendre, c'est mieux. Mais les sanctions, c'est surtout le peuple qui va les subir. À la fois le peuple, mais également le régime. Car effectivement, vous avez trois types de sanctions. Les sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies, les sanctions américaines et les sanctions européennes là. Et les sanctions visent à quoi exactement? Par exemple, là, le système de vente et commercialisation du pétrole, d'une manière directe, totalement sur les mécanismes de sanctions. Là. La totalité des activités en relation avec l'enrichissement nucléaire, complètement donc à ce niveau-là, donc avec des sanctions. Tous les navires pétroliers, etc., du régime qui sont sur la planète, eh bien, sont sanctionnés. Mais également des hommes et des hommes militaires et non militaires qui dépendent du régime iranien sont également sanctionnés. Bien évidemment, quand il y a des sanctions massives, le peuple iranien également en souffre, c'est-à-dire l'inflation, c'est-à-dire le développement de la pauvreté, bien évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Mais le régime également, il est frappé également là. Mais le régime, il a été frappé depuis longtemps, depuis le départ, si vous voulez. Mais il avait cette capacité de tricher avec le monde entier. Par exemple, eh bien, le pétrole iranien qui était, disons, sanctionné,
mais le régime iranien a organisé, disons, la vente de son pétrole. À qui? À la Chine. Par jour, 1,5 million de barils de pétrole iranien va sortir. Mais comment? Ils ont trouvé la technique. Le pétrole iranien est mélangé avec le pétrole irakien pour enlever la traçabilité du pétrole iranien, oui. et ensuite le vendre sur le marché international. Et le gros client, c'est la Chine, si vous voulez. Là. Mais aujourd'hui, donc, les Américains, ils ont commencé à exercer encore une pression beaucoup plus forte. Par exemple, la société irakienne qui faisait cela est désormais également aussi sur la liste des sanctions. Donc, si vous voulez, il y a la stratégie des grandes puissances, mais néanmoins, ils ont compris, il y a une radicalisation dans leur prise de position, c'est qu'ils ont compris que le régime iranien, c'est hors norme. Ce régime-là ne rentre jamais dans la diplomatie officielle donc, du monde. Donc effectivement, pour eux, il faut enlever. Mais enlèvement, ce n'est pas parce qu'ils vont envoyer des troupes au sol. Pas du tout, pas du tout. Ils voulaient ils espéraient, au moment où il y a l'attaque israélienne, que le peuple iranien se lève et qu'il renverse. Mais cela n'a pas été le cas. D'accord. Je vous dis cela parce que tout simplement, il y avait la possibilité d'éliminer ce caractère de terrorisme international. D'ailleurs, il y a eu les attentats terroristes de 2001 aux États-Unis. À votre avis, ont-ils eu un impact sur les sociétés occidentales aujourd'hui? Juste un point par rapport à ce que j'ai évoqué. Donc on parle à la fois des Israéliens, mais également dans les milieux politiques et journalistiques iraniens, qu'il peut y avoir une deuxième attaque de la part des Israéliens contre le régime. Et il y a également une liste qui a été décidée. Et dans la liste également, il y a Khamenei également qui fait partie donc de la liste. Là. Et vous parlez de cette attaque-là prochainement ou prochainement. Ça a été dit mais après annulé? Prochainement. C'est-à-dire après la première attaque, eh bien, il y a une deuxième attaque qui est... Pourquoi? C'est parce que le régime iranien ne veut pas céder sur la question nucléaire. C'est-à-dire, au niveau international, on attend la restitution de plus de 400 kilos d'uranium enrichi, possédé par le régime, caché quelque part, le régime ne veut pas. Deuxième point, le régime doit limiter l'enrichissement à 3,5, et tandis que l'enrichissement, c'est à 60% également là. Mais aussi, la portée donc, des missiles, du régime iranien va atteindre des objectifs tels que Israël, voire au-delà. Eh bien, il demande effectivement que la portée de ces missiles-là soit complètement révisée. Jusqu'à maintenant, le régime iranien ne veut pas. D'accord. Donc il cherche à punir. Et pour la punition, on parle également de tuer aussi Khamenei. D'accord. Et pardonnez-moi juste par rapport à votre question, 2001. En 2001, oui. 2001. Donc moi je pense que l'islamisme dans le monde, après la révolution islamiste en Iran, a été favorisé d'une manière très très significative. L'islamisme, terrorisme dans le monde là. Et depuis cette attaque, donc 2001, cela a mis en évidence à la fois la fragilité de la civilisation occidentale face à des mécanismes terroristes, si vous voulez là. Mais en même temps, cela a donné des exemples pour les terroristes, qu'on peut toujours porter des coups contre l'Occident également là. Et donc, pour eux, c'est une victoire essentielle, ce qu'ils ont fait en 2001, mais néanmoins, peut-être que pas avec ce niveau, disons, de puissance, mais il est toujours possible à ce qu'il y ait des attaques terroristes en Europe et sur le territoire français, bien évidemment. D'accord. Arsré, qu'est-ce que tu penses justement sur les attentats de 2001? Terrorisme, le propre du terrorisme, c'est que ça intervient n'importe où, n'importe quand. C'est ça le problème.
C'est pas la même chose avec une armée régulière qui avertit son ennemi comme quoi il lui déclare la guerre, etc. Donc ça c'est différent. Donc le terrorisme est toujours dangereux. Voilà. Maintenant, les personnes qui revenaient ce genre de terrorisme, il faut les éliminer tout simplement. Donc d'une part, en luttant contre leur idéologie, en dénonçant les méfaits de leur idéologie, notamment par rapport à la jeunesse. Il faut que les jeunes, c'est très important que les jeunes sachent donc faire la différence entre les discours islamistes, terroristes, etc., par rapport donc à la réalité des pays. Hein, donc c'est important. Et ensuite, donc c'est pas malheureusement une garantie qu'il n'y aura jamais d'attentats terroristes. Il y en aura toujours, malheureusement. Ça a changé. Bon, en Europe, avant les terrorismes islamistes, il y avait d'autres terroristes. Donc, les Brigades Rouges, l'Action Directe, ce genre de groupes terroristes, ils ont existé en France avant l'islamisme. Donc, voilà. Donc, par rapport à l'islamisme, enfin, par rapport au terrorisme, malheureusement, il n'y a rien qui peut nous prémunir de ce genre de choses. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est certaines, comment dire, soumission des démocraties, parce que les démocraties sont faibles quand même. Malheureusement, ils ont beaucoup de points faibles. Et c'est par là que les pays autoritaires, les dictatures, essaient de manipuler ces pays-là. Bon. Donc, on sait par exemple que beaucoup de pays européens sont tributaires des énergies qui viennent des pays islamiques, donc les pays du Moyen-Orient, l'Algérie par exemple, le Nigeria, pardon. Donc voilà, tous ces pays-là, donc ils sont un peu dépendants de l'énergie. Voilà. Mais l'évolution fait que le pétrole n'est pas éternel, donc dans quelques dizaines d'années ou dans une échéance très brève, cette dépendance au pétrole va vraiment disparaître. Et à ce moment-là, donc, on verra que le rapport de force sera différent et les démocraties seront plus fortes devant ces régimes autoritaires. Donc si on prend le cas de l'Algérie, par exemple, qui opprime son peuple, qui emprisonne les Kabyles, qui fait, une oppression féroce sur l'ensemble des citoyens, eh bien, aujourd'hui, elle tient parce qu'il y a des intérêts entre les pays européens et l'Algérie, et souvent, c'est des intérêts individuels, donc entre certains entrepreneurs français, par exemple, et le régime algérien, voilà, donc qui fait que, bon, ça tient encore. Mais vu le comportement, de voyous du régime algérien, automatiquement, à un moment donné, ça va exploser, quoi. Bon. Donc là, on commence déjà, pas mal de pays l'ont mis à l'écart, donc pas seulement en Afrique, mais aussi parmi les pays européens. Et automatiquement, ce régime-là, donc à un moment donné, va plus tenir. Hein. Et il faut absolument que surtout, comme on parle du Kabylie, donc il faut que les Kabyles soient prêts absolument à ce que ils deviennent, donc ils prennent leur indépendance vis-à-vis de l'Algérie à tout moment. Voilà. Et n'oublions pas qu'effectivement l'Algérie est reconnue par l'Union européenne en tant que pays terroriste. Ah oui, absolument, c'est ce que c'est un pays terroriste, officiellement je parle, hein, et a été classé dans la liste grise du GAFI. Oui. Et si on parle de la France, par exemple, bon, on commence à s'intéresser un peu aux biens mal acquis par les dirigeants algériens, au blanchiment d'argent qui se fait donc via des valises diplomatiques, etc. Donc à l'implication des responsables algériens, ceux qui sont dans les consulats en France, dans certaines opérations de voyous, avec la pègre, avec les milieux des narcotrafiquants. Donc tout cela maintenant, on le savait avant, mais aujourd'hui, on le dit plus librement parce que ça dépasse un peu les limites. Hein. Et là, automatiquement, ça ne fait qu'affaiblir un peu l'influence, de ce régime par rapport aux intérêts européens. Et automatiquement, à un moment donné,
ça va tomber, quoi. D'où la Voilà. nécessité de l'indépendance de la Kabylie, de sortir Absolument. de ce colonialisme algérien. En fait, donc c'est une On ne peut question pas de rester temps. dans un pays terroriste Voilà. qui finance, qui finance fait du Je pense blanchiment que- d'argent, Je pense qui que finance le terrorisme. pour ce qui est de la Kabylie, les choses sont claires. Euh, la question indépendante, l'indépendance de la Kabylie, à mon avis, est tranchée. La majorité des Kabyles, bon, bien qu'on ne permette pas de faire des sondages en Kabylie, toutes les voix dissidentes, tous ceux qui défendent cette option de la Kabylie sont mis en prison. Donc, malgré cela, on sait que la majorité des Kabyles sont pour l'indépendance parce que là, c'est devenu invivable. Et on sait, donc, par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire, que 60 ans de vie dans ce régime-là, avec comment dire, des directions tout à fait opposées, on ne peut pas continuer comme cela. Donc automatiquement, la seule solution qui reste, c'est l'indépendance. Et à mon avis, il faut que, comme je dis toujours, il faut que les Kabyles soient prêts à saisir cette indépendance dès que les circonstances le permettront. D'accord, merci Alsré. On va revenir aux femmes irakiennes. Donc les femmes Irakiennes iraniennes, excusez-moi, mille excuses. Bien que on rend hommage aussi aux femmes irakiennes, attention. Donc on va revenir aux femmes iraniennes. Elles se battent donc à main nue contre une dictature religieuse, mais la communauté internationale se contente de déclarations symboliques. Pourquoi ce silence, voire cette indifférence, face à un combat qui est finalement universel? C'est vrai que, comme vous dites, le combat des femmes iraniennes a été universel. Quand on analyse effectivement le mot d'ordre, femme, vie, liberté, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce que nous voulons là? Nous voulons une vie avec de la dignité, une vie pour vivre, une vie pour s'amuser, une vie pour être dans la joie, n'est-ce pas? Liberté, le mot liberté qui existe effectivement dans la conquête de l'humanité. La liberté, si on n'est pas avec de la liberté, donc forcément on est réprimé. Et donc nos désirs, nos besoins, nos demandes sont réprimés, bien évidemment. Et l'individu avec de la liberté de l'esprit, la liberté de la pensée, la liberté au niveau de la conquête sociale, conquête politique, c'est avec tout cela qu'on se développe. Et femme, c'est-à-dire l'acteur principal est mis dans ces trois termes-là, femme, vie, liberté, c'est-à-dire le levier social fort et puissant, c'est la femme. Et donc, effectivement, c'est pour cela, effectivement, que vous posez la question sur l'aspect universel, c'est-à-dire, véritablement, j'ai entendu partout, là, ils appréciaient, bien évidemment, ils disaient, c'est le mot d'ordre pour nous également. En France, j'en ai beaucoup entendu. Et c'est vrai qu'ici également, les mêmes mots ont un sens profond, si vous voulez, là. Et que, par conséquent, les femmes iraniennes, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de luttes, ils ont beaucoup de courage, et il y a eu beaucoup de femmes en prison également, mais également, c'est une tradition iranienne. Un des, disons, grands livres, disons, de la littérature poétique persane iranien qui s'appelle Shahnameh, qui date à peu près de 1000 ans. Là. Un gros livre de poésie, si vous voulez. Quand on regarde les figures, disons, dans ces poésies-là, eh bien, on voit les figures des femmes qui jouent un grand rôle, effectivement, dans l'histoire littéraire ou culturelle de ce pays-là. Et que, par conséquent, aujourd'hui, c'est vrai que ces femmes ont joué un grand rôle, mais néanmoins, je pense que le monde n'est pas toujours, disons, reconnaissant là. Par exemple, on a vu à la tête de d'une commission aux Nations Unies qui devait s'occuper des droits de la femme. Eh bien, ils ont mis effectivement un type partisan donc, du régime iranien là. Et donc, effectivement, c'est du mépris également vis-à-vis de ces femmes. Et que par conséquent, moi, je pense que malgré cela, il faut
insister, il faut demander, il faut réclamer, il faut, disons, continuer. Mais néanmoins, il faut que les femmes elles-mêmes soient conscientes. Car moi, je pensais toujours à la chose suivante, si vous voulez. On parle de la démocratie. La démocratie, c'est une culture. Ce n'est pas parce que je dis la démocratie est là. Non, c'est une culture. C'est un processus. Ce n'est pas la peine, disons, de limiter notre débat à quelques intellectuels qui parlent de la démocratie. Est-ce que dans telle ou telle société, on est combien? On est 12 millions, on est 20 millions, on est 50 millions, on est 100 millions. Le nombre d'individus qui accordent de l'importance à la démocratie, c'est-à-dire le droit citoyen, c'est-à-dire le vote, c'est-à-dire effectivement la responsabilité donc des individus. Combien d'entre eux ils sont conscients et non pas moi en tant qu'intellectuel. Et que par conséquent, les femmes iraniennes ont appris beaucoup de choses là, mais néanmoins, comme la partie masculine donc, de la société, on a besoin encore à aller encore plus loin. Même si le monde entier n'est pas toujours favorable, eh bien, c'est leur tâche à elles, si vous voulez, là, donner cet exemple de courage, disons, aux Iraniens, mais également aux autres, si c'est possible. Mais également, ce qui est important, je finis avec cela, si vous voulez, les Iraniennes, elles sont très ouvertes et ne sont pas paralysées par un certain mécanisme, disons, trop national, très chauvin. Non, pas du tout. Elles regardent le monde entier. Les valeurs qu'on a ici en Occident, ce sont les leurs également là. C'est ça que j'aime bien effectivement dans cette population de féminine en Iran là. Et que par conséquent, ils veulent avoir une autre situation. Par exemple, pour vous donner un exemple là, 70% des familles, surtout des femmes, en Iran, sont contre l'enseignement religieux à l'école. 70%. C'est-à-dire, effectivement, il y a une prise de conscience là. Les femmes, elles sont effectivement libérées de ce dogme, effectivement, qui est la religion là. Et ils veulent éduquer leurs enfants selon la modernité et non pas selon le Coran, si vous voulez là. Et que ça, c'est la prise de conscience, c'est le rôle, mais également, il y a beaucoup de femmes artistes, beaucoup de femmes dans les films du cinéma, beaucoup de femmes dans la littérature, beaucoup de femmes, tout cela, ça s'ajoute à l'ensemble des femmes qui ont lutté dans la rue, qui ont perdu leur vie ou leur santé, mais néanmoins, c'est un grand, disons, groupe social qui joue un rôle important dans ce moment de l'histoire iranienne. Et je pense que un des ouvrages que j'ai écrits, parmi mes ouvrages, c'est en persan, concernant donc le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Et je parle dans ce livre-là, qui est à peu près de 400 pages, je parle effectivement qu'on est, grâce aux femmes, on est au moment, disons, d'un nouveau chapitre de l'histoire iranienne là. Et c'est le moment de la rupture avec le passé, ce qui était de nature islamique ou machisme, etc. Car aujourd'hui, eh bien, la scène sociale désormais est jouée par les femmes. Absolument. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais à l'opposé, derrière chaque grande femme, il n'y a pas forcément un grand homme. Comme quoi, les femmes peuvent se faire seules, et c'est elles qui font les grands hommes, et c'est elles qui font l'humanité. Alors, en ce qui concerne les femmes kabyles, elles ont apporté énormément de choses à la culture kabyle et aussi à l'universel, au monde. Et il y a des grandes femmes qui ont sacrifié leur vie, qui sont données pour la culture kabyle. Et qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau-là, au niveau de ce sacrifice, et voir peut-être, pour certaines d'entre elles, avoir eu l'espoir de voir un jour la Kabylie être indépendante. Je pense notamment à Fama Soumar et la famille Amrouche. Oui, absolument. Je pensais aussi aux mêmes personnes. Effectivement, donc, la femme kabyle, elle a toujours joué un rôle prépondérant dans l'histoire de la Kabylie. Hein. Oui. Évidemment, donc, si on remonte
juste à l'invasion française, il y a eu donc une femme qui s'est distinguée, c'est Fatma Soumer, qui a lutté contre les militaires français. Donc il était à la tête de combattants kabyles, hein, donc qui a lutté quand même contre des généraux comme le général Randon, donc qui était quand même Maréchal Randon. au maréchal. Oui, oui, il était maréchal après. Oui, oui, Fatma Soumer, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Fatma Soumer, on dit qu'elle est actuellement enterrée au cimetière d'El Alia à Alger. Et je me souviens, on a vu une déclaration de ce pantin ou un culte président soi-disant algérien qui a fait référence à Fatma Soumer, sachant que Fatma Soumer était elle-même contre le rattachement de la Kabylie à l'Algérie. Donc c'était elle s'est battue contre ce rattachement-là. Non, on ne peut pas dire des Non. choses comme ça. Non. Ça, C'est un peu plus compliqué. Ça raccourcit un peu trop vite fait. D'accord. Non. Fatma Soumer, elle a combattu pour l'indépendance de la Kabylie contre des étrangers qui viennent envahir le pays. Oui, tout simplement. C'est donc, bien ce dont on parle. On parle des femmes, effectivement. Donc, c'est ce qui veut dire que les Kabyles ne considèrent la femme, lui donne une importance telle qu'elle peut être à la tête d'une armée de combattants. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple emblématique de la Kabylie, Fatma Soumer, d'ailleurs, qui était jeune, qui est morte à l'âge de 33 ans, elle est morte, oui. Dans les géoles françaises, oui. Elle est morte en prison, loin de la Kabylie. Hein, donc voilà. Et ensuite, évidemment, dans tout le combat, disons, pour sortir de l'Algérie du colonialisme, les femmes kabyles ont joué un rôle important pendant la guerre de libération, enfin qu'on appelle les guerres de libération. Il y avait effectivement beaucoup de femmes qui ont combattu les armes à la main, tout comme aujourd'hui on voit des femmes kurdes qui combattent les armes à la main. Donc ça a toujours existé. Au jour d'aujourd'hui, la femme kabyle est toujours là. Alors d'une part, elle est très importante, sa place est très importante dans la société kabyle parce que c'est la femme qui transmet en fait la langue aux enfants. Bon, c'est surtout la femme qui préserve la langue et c'est important. Donc le travail des femmes pour ce qui est donc la sauvegarde de la langue, etc. Donc ça c'est important. En termes de production, la femme kabyle aussi c'est beaucoup distingué. Si on pense effectivement à Taoussa Bouche, hein, qui a été quand même une grande dame, qui a produit des œuvres littéraires, des œuvres aussi artistiques dans le chant lyrique, hein, et des chants qui étaient reconnus par des sommités intellectuelles de l'époque, telles que Aimé Césaire, telles que Senghor, telles que beaucoup d'autres personnes, je ne vais pas tout citer, Katy Blessing aussi, il a rendu un hommage vibrant à Taoussa Bouche. Voilà, donc la femme kabyle a de tout temps joué un rôle important dans la société kabyle. Et au jour d'aujourd'hui, son rôle est encore plus important parce qu'il s'agit de lutter contre une idéologie qui rentre dans les maisons à travers la télévision, à travers les médias publics. Hein, et la femme kabyle est là, effectivement, pour veiller à ce que les enfants soient le moins impactés par ce genre de fusion. Voilà. Donc, son rôle est vraiment important dans la société kabyle. Oui, d'ailleurs, nous rendons hommage à Nanou Arar, sa fille Kamira Natsid. Oui, Kamira, donc il est en prison, enfin, il n'est plus en prison, mais malheureusement, il a plus le droit à la parole. Il y a Myriam Kounas qui est en prison, oui, on lui rend hommage. Wafia aussi, enfin, toutes les personnes qui sont en prison. Effectivement, donc nous, on ne le dit pas tout le temps, mais on passe souvent à elle. On n'oublie pas leur combat et notre rôle, effectivement, c'est de parler d'elles, de parler de ce qu'elles font. Et c'est la continuité de leurs idées, de leurs combats, etc. Donc ça, c'est important. D'accord. Ok. Merci, Arsri. À votre avis, quel message souhaitez-vous adresser au peuple kabyle et à tous ceux qui luttent pour la liberté et leur identité?
Je pense que le message doit être universel. Ce qui est bon pour le peuple iranien est certainement bon pour le peuple kabyle. Merci. N'est-ce pas? Et donc, avant tout, je pense effectivement aux droits de l'homme, aux droits humains. Il faut que ça soit enseigné, il faut que ça soit une base de l'éducation des nouvelles générations pour voir qu'effectivement, quand l'individu il est privé de ses droits les plus élémentaires, il est opprimé là. Donc, droits de l'homme. Deuxième point qui fait partie, disons, de ces droits, éduquer et dire et ensuite insister la démocratie. La démocratie, les islamistes nous disent, oui, ça c'est une valeur occidentale, c'est le déclin et tout ça. Tandis qu'eux, ils veulent effectivement réunir les conditions de leur domination idéologique islamiste là. Et nous, bien évidemment, on est conscient qu'effectivement, la démocratie est née dans la cité grecque et a été évoluée au cours de l'histoire, n'est-ce pas? Et encore, cela est venu aussi au moment de la modernité. Et aujourd'hui, quand on regarde, bien évidemment, partout, tous les pays de démocratie, il y a des notions plus ou moins dans le voisinage. Partout, ce n'est pas identique, là. Pourquoi? C'est parce que la qualité d'un peuple, de ses intellectuels, de ses acteurs qui jouent un rôle dans la particularité, la spécificité de telle ou telle démocratie également là. Donc à nous aussi de concevoir notre démocratie qui correspond au contexte donc local également, tout en ayant à l'esprit qu'il s'agit donc d'une valeur universelle, le mot universel que vous avez employé à chaque fois. Et le dernier point également, eh bien, nous avons un ennemi commun, ennemi idéologique, ennemi politique. Ennemis politiques, ce sont nos régimes de dictature. En Iran et vous avez également le régime algérien là, d'accord. Mais également l'idéologie. C'est pas avec l'islam qu'on peut progresser dans ce monde-là. Non, il faut sortir de l'islam. Il faut rejeter l'islam. Et cela nécessite de l'éducation, de la culture et du courage. Mais ne soyons pas fatigués. Il faut continuer car la tâche est très, très difficile. D'accord, et je rebondis. Quel avenir voyez-vous pour l'Iran post-islamiste? Post-islamique, ce que je vois, ce que j'espère, un pouvoir laïque, un pouvoir où effectivement, entre les Iraniens, ils sont divisés concernant la forme du pouvoir. Il y a des gens qui sont pour la monarchie, disons parlementaire, et d'autres qui sont pour la République, si vous voulez, là. Mais ce qui est important, ce n'est pas la forme, c'est le contenu, ce qui est important. C'est-à-dire un modèle tel que le modèle belge, le modèle anglais, ils sont dans la démocratie, malgré la forme qui est la monarchie. Car la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, si vous voulez là. Et la France également, et chez les Allemands également, c'est de la démocratie, mais c'est de la République là. Et maintenant, qui définit cela? C'est le vote des citoyens. C'est la majorité des gens qui vont voter après. Pas dans le cadre du régime islamiste en Iran. Non, pas du tout. Ce régime-là, il faut que ça tombe. C'est beaucoup, 80% des Iraniens rejettent la République islamique aujourd'hui au pouvoir. 80% des gens, des Iraniens là. Et que par conséquent, parfois ils sont pour la forme, voire violente de le renversement. Parfois, bien évidemment, ils disent non, c'est par, disons, une démarche pacifique et de droits de l'homme, etc., qu'il faut aller vers le renversement. Mais le renversement, c'est souhaité par la grande majorité. Et la grande majorité, effectivement, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut effectivement vivre, tout simplement. Vivre avec de la dignité, vivre effectivement pour qu'il y ait un confort partagé pour les gens, vivre pour conserver l'écologie et donc de l'Iran qui a été abîmée largement par ce régime-là, et vivre pour que effectivement l'Iran puisse retrouver également d'une manière magistrale à la fois son passé, mais également son avenir qui est lié à la conquête de la démocratie.
Merci. Arskri, à ton avis, pour toi, quel message souhaites-tu adresser au peuple kabyle et à tous les peuples du monde d'ailleurs pour sauvegarder leur identité et retrouver leur indépendance? Je pense qu'il n'y a pas de message à passer au peuple kabyle. Il a déjà le message, hein. Donc il sait très bien que son identité est menacée et il fait tout pour la sauvegarder, ça, c'est évident. Maintenant, parlons de démocratie tout à l'heure. Donc Didier parlait de comment dire, la démocratie qui est née en Grèce, etc. Je pense que si on remonte un peu dans le temps, cette démocratie-là existait aussi chez les Amazirs, hein, et notamment en Kabylie. Et il y a un terme notamment qui revient en Kabylie, c'est Aigalaou. Aigalaou, c'est l'Assemblée. Et les Grecs aussi utilisent le même mot. L'Agora, c'est l'Assemblée démocratique, hein, bon. Et il faut se rappeler aussi que donc, la société kabyle, donc, il a tout le temps vécu dans une structure sociétale donc, basée sur des valeurs démocratiques, donc sur le partage, sur la consultation de toutes les personnes qui composent la communauté. Donc ça, c'est très important. Et il faut savoir que au XVIIIe siècle, XIXe siècle, beaucoup de penseurs européens cherchaient comment organiser la société pour qu'elle soit plus équitable, alors que en Kabylie déjà c'était le cas. Et les découvertes, en fait, comment dire, l'invasion française de l'Algérie, la Kabylie notamment, a permis justement aux Européens de connaître cette organisation, et les ouvrages de Le Tourneau et Anoto ont été révélateurs pour les penseurs de l'époque européens. Et ce qui a incité des personnes comme Rosa Luxembourg, comme Karl Marx, à s'intéresser à cette organisation sociale de la Kabylie, hein. Donc voilà, quand on parle de démocratie, franchement, la Kabylie n'a pas grand-chose à apprendre. Et moi, personnellement, qui ai vécu dans un village kabyle, je peux vous dire que quand des décisions sont prises pour tout ce qui concerne le village, eh ben, c'est fait d'une façon collégiale. Il n'y a aucune influence religieuse ni politique. Donc c'est vraiment fait d'une façon la plus démocratique qui soit, quoi. Et donc ça, de ce côté-là, à mon avis, la Kabylie a cette force-là. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on se bat pour des valeurs, on ne se bat pas pour des intérêts, pour des barils de pétrole, on se bat pour des valeurs, sauvegarder ces valeurs-là qui sont essentielles, aussi bien pour le peuple kabyle que pour l'humanité entière. Voilà. Donc, et la solution, enfin aujourd'hui, donc, qui paraît la meilleure pour arriver à sauvegarder cette culture démocratique, c'est que la Kabylie reprenne son pouvoir de décision et qu'elle décide de son avenir, de son organisation, etc. Et cela par le biais donc de l'indépendance de la Kabylie. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Et il faut absolument que les Kabyles eux-mêmes déjà, ceux qui sont encore un peu réticents sur la question, soient convaincus que c'est le meilleur choix qui peut donc être fait par la Kabylie, et que le régime algérien comprenne aussi que l'histoire ne marche pas en arrière, elle marche toujours en avant. Et l'histoire de la Kabylie, elle continue, elle se poursuit. Et logiquement, donc, de façon donc irrémédiable, automatiquement, il va se diriger vers son indépendance. Et ce sera une bonne chose pour toute l'Algérie, pour toute l'Afrique du Nord, y compris pour tous les pays du bassin méditerranéen. D'accord, merci bien. Merci messieurs. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous laisse, monsieur Izadi, je vous laisse le dernier mot de la fin, puis après ce sera au tour de... Non, tout simplement, à nouveau, je voudrais vous remercier pour cette occasion, pour ce moment d'échange intéressant où j'ai appris encore davantage sur, disons, votre histoire, votre culture, et donc la nécessité d'un travail, disons, entre les peuples. C'est un peu difficile, peut-être, là, c'est pas pratique, mais entre les représentants culturels, politiques, disons, de nos peuples, car effectivement, ce qui est absolument intéressant, on a besoin toujours d'apprendre. Toujours apprendre. Absolument.
Il ne faut pas rester dans l'autosuffisance. Là. Non, apprendre, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, c'est pareil également. Et les peuples également, ils sont toujours ceux qui vont progresser dans l'histoire. Ce sont des peuples qui sont capables d'apprendre toujours de nouvelles choses. Là. Car avec le temps, je me rappelle effectivement juste les islamistes en Iran, ils disaient la démocratie, on l'a également là. Vous savez, parce que Mohamed, quand il voulait faire la guerre, il réunissait effectivement les gens, disons, et il leur demandait ou il les interrogeait pour faire la guerre ou pas. Et donc, vous voyez qu'il y avait de la démocratie, disent-ils. Non, la démocratie, c'est pas comme ça. Là. On peut dire c'est Omma qui est consulté, Shura, etc., etc. Mais cela n'est pas effectivement la démocratie qui est un processus. Et surtout, il faut penser qu'il y a des élites, mais il faut que l'idée de liberté, de démocratie aille dans la foule, dans la population. C'est ça qui est important. Il faut faire des enquêtes. Combien de gens ils sont véritablement dans l'adhésion par rapport à la question de la laïcité, la démocratie, disons, la question des droits de l'homme ou pas, et de ne pas rester dans notre cercle intellectuel limité quand même là. Car la révolution dans un pays, ça se fait par le peuple, par une bonne partie donc de la population qui est consciente. Merci à vous. Merci à vous, merci d'être venu. Arsqi, dernier mot, mot de la fin peut-être. En guise de dernier mot, j'aimerais dire quelques mots en kabyle. Je m'excuse auprès de Didier, qui ne comprendra peut-être pas, sans doute pas. Voilà. Je dirais alors un mot en persan. Absolument, c'est très bien. Absolument. Voilà, Vradina, Salim Senoun, Salim Tiouder Adiswan Arsora, Adina Ismou Thaqbaïlis, Aïdouz Thaqbaïli, Aïdouz Bokran, Issam Zrouy. ذا مقرار ذا وصفان إلى قد يجوا السيرم كارزدت إلى قد يبان أفهمن ذاكن يسوي دنبون كوني تيمونا تمور تقبالي ذين كان يكسفوغن إيه إلى المفكافوس ذفوس إوا كان نسوي سيسواجيني فوالا ذاك دينا ثمور إقباليين تحضر ثمان نوان وكذي لان نضطر مازال نتقن فلاس أربع فرنسي سي الحبس ذاك نادينا ثاني ثمون لكن Ok, merci. En persan, s'il vous plaît, Monsieur Ijadi. Alors, سپاس فراوان برای ملت ایران که برای آزادی و حقوق بشر داره زندگی میکنه و امیدوارم که ایرانیان بتوانند هرچه زودتر از شر این جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنند. سپاس فراوان، امید خودتون رو نگه دارید. Merci. Traduction, non? Traduction, j'ai souhaité pour le peuple iranien que j'espère que vous allez voir très rapidement la liberté en renversant la tyrannie islamique au pouvoir aujourd'hui en Iran. Et quelques mots peut-être en persan aux prisonniers politiques et prisonniers qui sont en train de souffrir dans les geôles et des mollahs iraniens. En persan, vous dites? Oui, en persan, oui. Directement s'adresser à eux. دوستان عزیز، من در نزد دوستان کبیل هستم که در منطقه از الجزایر امروز قرار دارند. کار ما کار مشترک هستش و این دوستان به شمایی که در زندان ها هستید فکر کردن، مانند من که به شما دارم فکر میکنم. بنابراین یادتون باشه که ما هرگز شما رو فراموش نمی کنیم و تا آزادی کامل در کنار هم خواهیم بود. Merci énormément. Donc voilà, je dis qu'effectivement que c'est grâce à vous que je m'adresse aux prisonniers politiques en Iran et que par votre gentillesse, que j'ai eu cette occasion de parler de tout, y compris également de la situation des prisonniers politiques en Iran. Et je leur ai dit, restons ensemble, on va vers la conquête de la liberté tous ensemble en Iran.
Merci Ejadi, merci énormément pour votre venue, de votre gentillesse. Et vous serez toujours le bienvenu en tout cas ici. Ça nous fait énormément plaisir que vous soyez parmi nous. Quant à moi, je dirais tout simplement au peuple aussi, aux Kabyles, aux prisonniers politiques kabyles, que nous sommes derrière eux, nous sommes de cœur avec eux. Résistez, et un jour, vous inquiétez pas, vous aurez la lumière, vous finirez de toute façon par sortir, et il n'y a pas de mal qui ne se guérit, et il n'y a pas de chaîne qui ne se brise. Merci à vous, téléspectatrices et téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Radio-Télévision Kabyle. Sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, sur Radio-Télévision Kabyle ou Journal de Kabylie. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à la prochaine émission. Merci, à la prochaine.